Bienvenue tout le monde, on plonge directement dans le vif du sujet aujourd'hui avec une toute nouvelle analyse. On va explorer un domaine absolument captivant à la croisée de la science et de la psychologie. Est-il possible que l'on porte en nous, sans même le savoir, les fardeaux psychologiques de nos ancêtres? C'est une réflexion profonde, le genre de sujet qui remet en question absolument tout ce qu'on pensait savoir sur l'hérédité. Alors voici la grande question. Peut-on réellement hériter des traumatismes de nos ancêtres? Ça sonne presque comme de la science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. C'est un véritable mystère biologique et psychologique qu'on va tenter de démêler ensemble. Voyons comment tout cela s'articule concrètement. Première section, le mystère des 3 générations. Ce qui est absolument fascinant avec le développement humain, c'est la façon dont il relie les générations d'une manière qu'on imagine très rarement au quotidien. Suivons un peu cette chronologie biologique. Imaginons une grand-mère enceinte de 5 mois. À l'intérieur de son ventre se trouve un fœtus féminin, la future mère. Mais voici le détail qui change tout. Entre le 4e et le 5e mois de grossesse, ce fœtus développe déjà ses propres ovaires, qui contiennent les ovules destinés à devenir un jour la 3e génération. En clair, ça veut dire que 3 générations existent physiquement dans le même corps, exactement au même moment. Donc si la grand-mère subit un stress intense, une malnutrition sévère ou un choc extrême, cela peut physiquement impacter l'ovule non fécondé de son futur petit enfant. C'est quand même incroyable. Le point crucial ici, c'est vraiment cette réalité biologique. On est littéralement formé en même temps que ce que vivaient nos ancêtres. Les toutes premières briques physiques de nos propres corps étaient déjà là et potentiellement réceptives pendant une période de la vie de nos grands-parents. Deuxième section, qu'est-ce que le traumatisme hérité? Bon, pour que les bases de notre explication soient parfaitement claires, définissons d'abord ce qu'est un traumatisme. C'est une expérience de vie qui implique une menace grave de mort, de blessures physiques ou de violence extrême. Et attention, le détail vraiment important, c'est qu'il n'est même pas nécessaire d'en être la victime directe. Le simple fait d'être témoin d'une telle violence suffit amplement à créer une rupture totale du sentiment de sécurité, et donc à engendrer un traumatisme profond. Il faut aussi différencier les échelles. D'un côté, on a le traumatisme individuel, qui concerne des expériences très personnelles comme la violence domestique ou une agression physique. De l'autre, on a le traumatisme collectif. Là, on parle d'événements sociétaux massifs comme la guerre, les déplacements forcés ou les génocides. Les deux laissent des cicatrices indélébiles, c'est certain, mais le traumatisme collectif, lui, frappe des populations entières de manière simultanée. Ce qui nous amène directement à notre concept central, le traumatisme intergénérationnel. C'est le phénomène par lequel les impacts psychologiques, comportementaux ou même biologiques d'un traumatisme sont transférés du survivant initial aux générations qui suivent. Et ce n'est pas juste une théorie en l'air, c'est un concept majeur, étudié sous toutes les coutures et validé par des scientifiques depuis une bonne 50aine d'années. Troisième section, l'épreuve de l'histoire. Pour vraiment comprendre l'ampleur du phénomène, on doit faire un pas en arrière et examiner les preuves cliniques fournies par les grands événements de l'histoire. Prenons une date précise, 1999. Cette année-là, un tremblement de terre monstrueux a frappé l'ouest de la Turquie. Un séisme de magnitude 7,6. Il n'a duré que 37 secondes, mais ça a suffi pour tuer plus de 18 000 personnes. Eh bien, des chercheurs ont suivi de jeunes adolescentes qui avaient survécu à cette catastrophe, et ce, sur une période incroyable de 20 ans. Et voilà ce qu'ils ont découvert, et c'est une comparaison clinique vraiment frappante. Des années plus tard, ces femmes ont eu des enfants. Et ces enfants, qui n'ont pourtant jamais connu le séisme, sont nés avec une amygdale notablement plus petite par rapport à un cerveau infantile typique. Pour rappel, l'amygdale, c'est la petite région du cerveau essentielle pour gérer la peur. Résultat, ces enfants présentaient des réactions de peur complètement extrêmes et naissaient avec une très forte prédisposition au stress et aux troubles de stress post-traumatique. Et malheureusement, ce schéma se répète partout à travers le monde. Si on regarde du côté de l'Amérique du Nord, les descendants des Amérindiens, qui ont subi un déplacement systémique il y a plus de 400 ans, présentent aujourd'hui des taux de suicide 10 à 19 fois supérieurs à ceux du reste de la population. C'est un chiffre tout simplement vertigineux. On retrouve bien d'autres exemples purement cliniques de ces traumatismes collectifs hérités. Les descendants de la population sud-africaine ayant vécu l'apartheid montrent des taux beaucoup plus élevés de troubles psychologiques à l'âge adulte. De la même façon, au sein des populations palestiniennes, des études observent comment le traumatisme, vécu collectivement, s'ancre très tôt pour devenir une part fondatrice de l'identité. Sans prendre parti, ces exemples historiques montrent de manière implacable comment de profondes crises politiques, sociales ou économiques projettent de très longues ombres psychologiques sur les générations futures. Quatrième section, comment les traumatismes se transmettent-ils? C'est là que réside tout le mystère, non? Comment un événement traumatisant peut-il voyager dans le temps pour affecter quelqu'un qui n'était même pas né?
La science a identifié une structure assez claire, avec 3 voies principales de transmission. 1. La voie comportementale. 2. La voie neurologique et biologique. Et 3. La voie génétique et épigénétique. Explorons un peu ces 3 mécanismes. D'abord, le comportement. La transmission peut être très active, comme le simple fait de raconter des histoires effrayantes liées au traumatisme. Mais attention, la transmission passive est tout aussi redoutable. Même si un parent ne parle absolument jamais de son traumatisme, le simple fait d'être élevé par un adulte qui souffre en silence d'anxiété, ça altère inévitablement l'ambiance du foyer. L'enfant absorbe ce style parental et hérite de cette anxiété. C'est comme une éponge émotionnelle. Ensuite, penchons-nous sur la biologie, étape par étape. Étape 1. Un parent survit à de graves abus dans son enfance. Étape 2. En conséquence, le descendant naît avec une quantité de matière grise réduite. Étape 3. Ce même descendant développe un système nerveux sympathique complètement hyperactif. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce système maintient le nourrisson dans un état de stress permanent, ce fameux mode combat ou fuite. C'est physiquement épuisant et ça empêche totalement l'enfant de se sentir en sécurité. Enfin, on a la génétique et l'épigénétique, tragiquement illustrées par le 11 septembre 2001. Des femmes enceintes qui ont survécu aux attaques ont donné naissance à des nourrissons avec un poids corporel inférieur à la moyenne. Et plus tard, ces bébés présentaient des niveaux de cortisol très bas et surréagissaient au moindre bruit fort. Le traumatisme de la mère a littéralement modifié l'expression génétique et hormonale des enfants, les rendant incapables de gérer les petits stress normaux du quotidien. Malgré tout ça, le diagnostic en cabinet médical reste un vrai casse-tête. Pourquoi ? Parce qu'idéalement, un médecin aurait besoin de l'historique complet sur 3 générations. Mais entre la stigmatisation sociale, la honte ou tout simplement l'envie de protéger les plus jeunes, les familles cachent souvent ces histoires sombres d'abus ou de crimes. Elles enterrent les secrets même dont les professionnels auraient besoin pour poser un diagnostic clair. 5e et dernière section, briser le cycle de la souffrance. Heureusement, il y a de l'espoir, car la biologie, ce n'est pas une fatalité. Reconnaître qu'on porte un traumatisme hérité n'efface en rien la résilience historique d'une population. Diagnostiquer ce phénomène, ça ne veut pas dire détruire le récit héroïque de ceux qui ont survécu. Au contraire, il s'agit de remplacer une image parfois un peu trop idéalisée par une compréhension réaliste et médicale. Ça nous donne une véritable carte pour la guérison. S'il y a une chose à retenir, c'est cette phrase. La conscience du passé et du présent peut empêcher le traumatisme d'atteindre l'avenir. C'est vraiment la leçon primordiale de toute cette analyse. Identifier ces traits en nous n'est pas une condamnation. C'est au contraire la toute première étape vitale pour demander de l'aide, entamer une thérapie et s'assurer que le cycle de la souffrance s'arrête ici et maintenant. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale assez puissante. Va-t-on utiliser ces connaissances pour briser le cycle et sauver les générations qui suivent ? C'est une pensée qui pousse chacun d'entre nous à regarder sa propre histoire familiale sous un jour complètement nouveau. On réalise alors le pouvoir incroyable qu'on a pour protéger l'avenir, tout simplement en affrontant le passé. Merci d'avoir suivi cette explication et n'arrêtons jamais de chercher à comprendre ce qui fait de nous ce que nous sommes.